Quelques jours du coup d'envoi à l'Assemblée nationale des discussions sur un retour possible des néonicotinoïdes. Des apiculteurs isérois s'inquiètent des conséquences pour les abeilles. Le FCG connaît son adversaire pour la demi-finale du championnat de Pro D2 jeudi prochain au Stade des Alpes. Ce sera Provence Rugby comme en 2024, un match que Grenoble avait gagné. Et puis la nouvelle carte blanche de la saison départementale des habits et nous donnée à Jean-Pierre Angéi dans Altérité au musée Hébert. Le photographe présente des clichés des créations textiles de la styliste Catherine Valentin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 23 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À partir de lundi, une partie des agriculteurs, soutenus par le syndicat FNSEA, ont prévu de manifester pour soutenir la proposition de loi qui sera examinée par les députés. Un texte né dans la foulée du mouvement de contestation de février 2024 qui prévoit notamment de faciliter le stockage de l'eau, l'agrandissement des élevages ou encore l'accès aux pesticides. Mais pour les apiculteurs, ce texte, déjà adopté au Sénat, est une véritable catastrophe. Gaëtan Loiseau. Leur impact sur l'environnement et plus spécifiquement sur les pollinisateurs avait conduit à leur interdiction en 2018. Malgré cela, les néonicotinoïdes, puissants insecticides, pourraient être réintroduits avec la proposition de loi Duplon. C'est inquiétant pour la biodiversité, c'est inquiétant pour les apiculteurs. Jérémy Jordanov fait partie des députés qui luttent contre cette proposition de loi à l'Assemblée. Moi j'ai une inquiétude parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la droite et l'extrême droite viennent au soutien de tout ce qui affaiblit la question environnementale, la santé de nos concitoyens. Car les néonicotinoïdes sont aussi surnommés tueurs d'abeilles. Et à juste titre, puisque des études prouvent que l'usage de cet insecticide réduit les populations d'abeilles, entrave leur croissance, leur réponse immunitaire, leur reproduction, mais pas seulement. Ce que ça leur fait, c'est qu'en fait, elles perdent leur repère géographique. Donc elles vont aller butiner et elles vont être incapables de rentrer à leur ruche. Et puis au bout d'un moment, elles meurent d'épuisement parce que au bout d'un moment, elles n'arrivent plus à rentrer à la maison. Parce qu'elles participent à un secteur économique, les abeilles sont recensées comme victimes de ce produit. Malheureusement, l'impact des néonicotinoïdes est bien plus vaste. C'est les abeilles, mais c'est l'ensemble de l'environnement, c'est l'ensemble des pollinisateurs, c'est les nappes phréatiques, c'est les sols, tout, les humains, tout est tributaire de ce genre de choses. Pour le moment, la loi porte surtout sur l'implantation de ce produit dans les cultures de betteraves sucrières, culture présente dans le nord de l'Hexagone. Mais Loïc, apiculteur depuis 7 ans dans cette exploitation à Proveysieux, en Chartreuse, craint que ce ne soit la porte ouverte à d'autres autorisations sur d'autres cultures. Et sauf que le problème étant que ces champs, quand ils sont traités, etc., le rucher qui était juste à côté, il s'en prend aussi. Et c'est là où c'est terrible. Donc l'apiculteur, il passe son temps à multiplier ses colonies en permanence et à les perdre au fur et à mesure. Chaque année, un apiculteur perd 20 à 30% de sa colonie d'abeilles. Même si les pesticides ne sont pas le seul facteur de cette perte, le président du syndicat apicole dauphinois regrette que cette loi soit faite sans concertation. Et là, ce qui se passe un petit peu, c'est qu'on va favoriser une partie de l'agriculture contre une autre. Parce que nous, on fait partie de l'agriculture. On est des éleveurs, on est des bergers d'abeilles. Les apiculteurs et les élus opposés à cette proposition dénoncent l'absence d'investissement dans la recherche d'alternatives, pourtant susceptibles d'être plus respectueuses de l'environnement et des agriculteurs. À défaut d'être reine des abeilles, Christelle Maigret a été élue jeudi maire d'Alvar-les-Bains à l'issue d'une élection anticipée qui l'opposait à la vice-présidente du département, Martine Colly. Il s'agissait de remplacer Sidney Reboa, élue maire en 2020 et démissionnaire. C'est la première femme élue maire dans cette commune du Grésivaudan. Une vallée qui abrite également le bois français, qui invite à la promenade et surtout à la baignade. La base de loisirs ouvre sa saison d'été samedi 24 mai pour une durée d'un peu plus de 3 mois. Accessible tous les jours de 10h à 20h, elle abrite un plan d'eau surveillé, des jeux, des espaces de pique-nique. Il est aussi possible d'y découvrir le paddle, l'aviron, le VTT ou encore le ski nautique et bien d'autres. De nombreuses animations sont également proposées en juillet et en août. Le bois français est accessible rapidement avec la ligne de bus Proxima 15 du 14 juin au 31 août.
Exister, résister, célébrer. Les mots d'ordre de la marche des fiertés dont le départ sera donné samedi à 15h au Jardin de Ville de Grenoble. Membres de la communauté LGBTQIA+, ou pas, venez comme vous êtes. Un village des fiertés avec la présence de nombreuses associations vous attend aussi dès 13h. Cette année, une vélo-parade est également organisée en parallèle et l'After Pride aura lieu à la Belle Électrique. Bis repetita, la demi-finale du championnat de rugby de Pro D2 aura des airs de revanche puisque le FCG rencontrera Provence Rugby jeudi prochain au Stade des Alpes. L'an passé, Grenoble l'avait emporté à Aix-en-Provence, ce qui lui avait permis de se qualifier pour la finale, finalement perdu face à Vannes. Lucille Dailly a rencontré le directeur Aubin Weber juste avant le départ du groupe en stage à Aix-les-Bains. Tout le monde va vous dire oui. Au vu de la saison, au vu des derniers matchs, on est remis en question. Tant mieux qu'on se remette nous aussi en question, qu'on se dise attention, que si on ne met pas les bons ingrédients au bon endroit, on peut chuter. Donc voilà, après, je pense que c'est un groupe qui a bien bossé toute la saison. Maintenant, il faut finir le job. Comme je leur dis ce matin, c'est l'heure de se payer maintenant. C'est sûr, il y a une sorte de pression, mais je pense que voilà, toute cette saison, on a fait les 3/4 de la saison à la première place, donc je pense que voilà, c'est à nous d'imposer notre jeu, c'est à nous de mettre la pression à l'adversaire. C'est pas nous qui devrions subir ce match, c'est eux qui vont venir dans notre temple, donc c'est à eux d'avoir un peu cette peur en venant. Le coup d'envoi du match au Stade des Alpes jeudi prochain, ce sera à 21h. En attendant, c'est une drôle de compétition qui se profile sur le plateau mathésin. Alors que les amateurs de golf grouillent dans la région, ils pourront ici découvrir le street golf du côté de la Mure. C'est même la finale du championnat de France de street golf ce samedi dans les rues. Le collectif World Trim Crew et la fédération sportive de street golf ont concocté un parcours de 14 trous plus 5 bonus entre trottoirs, escaliers et parking dans une ambiance bien festive et décontractée entre culture alternative, concerts punk, sport et food truck. Allez en profiter samedi à partir de 10h. Et si vous préférez les arts martiaux, le Gug Bando Kickboxing organise une coupe forme kata inter style ouverte à tous les niveaux de pratique à partir de 8 ans ce samedi à la Halle Clémenceau à partir de 10h. Un peu de culture et autour du photographe grenoblois Jean-Pierre Angeil d'être habillé pour l'été. Il participe à la saison culturelle des habits et nous du département de l'Isère et expose en ce moment une partie de son travail au musée Hébert à la Tronche. Maxime Sonnen. L'illusion est bluffante. La tentation est forte de venir caresser le tissu de cette robe pour en apprécier la texture. Mais la main viendrait se heurter contre le cadre protégeant en vérité une photographie. Tous ces vêtements aux détails impressionnants ont été immortalisés par Jean-Pierre Angeil et forment la nouvelle exposition Altérité, présentée au musée Hébert. C'était suite à une résidence d'artiste que j'avais fait dans un hôpital et dans une EHPAD pendant un an, où justement ce vêtement, ce poids du vêtement de la fonction qui écrase le personnel hospitalier ou le personnel d'EHPAD, je voulais l'enlever quelque part. Je voulais en faire des portraits et de ces portraits, d'une manière après, une fois, au bout de 2 ans, j'avais un corpus d'images qui me permettait, moi, après, d'amener une réflexion sur l'humain et sur notre peau, sur le vêtement lui-même, en même temps comme poids ou comme deuxième peau. Chaque accoutrement photographié provient de la styliste Catherine Valentin, dont l'atelier était voisin à celui de Jean-Pierre Angeil. À chaque nouvelle inspiration, elle lui fournit un vêtement et son tissu d'origine. Les deux sont suspendus l'un derrière l'autre, et grâce au jeu de lumière, naît une image ensorcelante d'authenticité à en faire pâlir les générateurs d'images artificielles. En fait, ces vêtements ne sont pas des vêtements ni utilitaires, ni qui racontent une histoire sociale, ni même, j'ai envie de dire, esthétique. Je ne suis pas sûre que ce soit la valeur complètement esthétique du vêtement qui l'intéresse, mais c'est tout à coup ce qu'il en fait avec le fond du tissu dans lequel le vêtement a été coupé et qui le fait presque disparaître et qui devient une sculpture, quelque chose d'animé sans l'être, un petit peu comme un fantôme. L'exposition s'inscrit dans la saison culturelle Déshabillez-nous. Durant toute l'année, les musées du département ont accompagné des artistes pour construire un pont entre art abstrait et tracas vestimentaires du quotidien.
Et si vous décidez de rester un peu après avoir vu l'exposition, le musée Hébert accueillera dans son jardin samedi soir l'ensemble toulousain Marthe aux influences grecques et orientales, combinant la puissance du rock et l'exigence du jazz. Un groove aussi énigmatique qu'irrésistible, une proposition gratuite dans le cadre des Alléchantes où la musique investit des lieux remarquables et patrimoniaux. Dans l'agenda également, un concert dessiné. C'est Tracer la route, un spectacle de François Gaillard et Marie Baudin. Vous les retrouverez samedi à 18h au week-end du carnet de voyage à Beaurepaire. Un événement qui propose durant 2 jours des ateliers, projections, concerts et rencontres. L'entrée est libre. Plus énervé, venez crier votre rage samedi à l'Iliade de Cessiné-Parisé pour une soirée punk, techno et rap organisée par Retour de scène Dynamusique avec Moscow Death Brigade, phénomène venu tout droit de Russie qui diffuse un message puissant, ça se voit et ça s'entend, de fraternité et sororité avec aussi les Grenoblois de Navalché et les Lyonnais de Citron Sucré. Si vous avez des bleus à l'âme, la solution est peut-être de vous précipiter au musée de Grenoble pour contempler les bleus de Miro une dernière fois avant leur départ. Cet ensemble magistral avait été prêté en avril dernier par le Centre Pompidou pour l'expo Un brasier de cygne. Celle-ci terminée, les bleus étaient restés quelques mois supplémentaires, mais seront décrochés dimanche soir. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Michael Jones vient célébrer ses 60 ans de carrière et les 40 ans de son tube Je te donne. Le complice de Jean-Jacques Goldman nous sert un avant-goût de son concert à Alvar samedi soir. Le goût des douceurs de notre enfance, c'est la spécialité de Thierry Court. Le chocolatier confiseur surfe aussi sur les tendances des réseaux sociaux dans sa nouvelle boutique. Et puis entre spectacle et saveurs, les délices perchées n'ont jamais dû choisir. Le festival déjanté qui mêle art vivant et gastronomie revient pour la 6e fois à Notre-Dame-de-Mézage du 13 au 15 juin. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans quelques secondes, la météo de votre week-end, c'est plutôt beau. Excellente soirée à toutes et tous.